thématique d'accueil. Nous sommes en Côte d'Ivoire où le camp de tir et d'exercice militaire de l'Homme au Nord, géré jusqu'ici par l'armée française, a officiellement été restitué à l'armée ivoirienne. C'était précisément le 17 septembre dernier, marquant ainsi la fin de 48 années de présence française dans la zone. Cette décision a été motivée par des tensions croissantes entre les forces françaises et les populations locales, notamment en raison des préoccupations sécuritaires. Le malaise a atteint un point de non-retour le 19 avril 2022 lorsqu'un tir d'essai a tragiquement causé la mort d'un jeune bouvier et d'environ 60 bœufs, entraînant notamment la suspension des tirs dans la région. Une base de tir restituée sous le Manamzat à l'armée ivoirienne après 48 années d'exploitation par l'armée française. Peut-on dire, ou du moins peut-on voir en ce geste le début du démantèlement de la base militaire française installée de façon générale en Côte d'Ivoire, ou alors ce n'est qu'un événement de plus qui vient consolider la présence militaire française en Côte d'Ivoire avec justement les autorités en place de ce côté? Déjà, je pense qu'il faudra analyser ce problème sous deux aspects. L'aspect qui est d'abord économique, et l'aspect géopolitique. L'aspect économique, pourquoi? Parce que la France est dans un déclin. La France n'arrive plus à payer ses factures extérieures, ses dettes, etc., etc. La France est dans un désarroi économique à nul autre pareil. Ce qui fait que, du point de vue économico-stratégique, il faille vraiment restreindre au maximum les dépenses de l'État. Quand vous prenez les statistiques de cette année, vous voyez que l'exercice de l'État français est excédentaire. Il est au-delà même des Français. Donc, ce qui amène aujourd'hui l'armée française, le gouvernement français à restreindre partout où besoin il sera, n'est-ce pas, les dépenses militaires. Je vous rappelle, et là je saute sur le deuxième point qui est militaro-stratégique, n'est-ce pas? C'est de voir le discours du président Macron qui appelait, n'est-ce pas, il y a quelques mois, à la restriction, n'est-ce pas, à la diminution progressive du personnel français en Afrique. Après le déclin, évidemment, du Sahel, par les forces que vous connaissez, Barkhane, Takuba, Serval, les je ne sais quelles autres forces, qui ont échoué lamentablement dans toutes les missions, n'est-ce pas, à eux confiées. Mais c'est dommage de constater aussi qu'au niveau de la tactique militaire, la France nous a prouvé à quel point c'était une grande gueule. Je veux parler de l'armée française. Allons observer sur les théâtres d'opération que c'est souvent une armée qui est à l'opposition des théâtres de combat. Et quand elles sont parties, vous vous rendez compte qu'il y a soit des charniers, ou carrément il y a des trous béants partout, ce qui nous amène à réfléchir et à penser que certainement, il y a des tracteurs qui sont passés par là pour des fins que nous connaissons. Notre uranium, le pétrole, non, certainement pas le pétrole, mais l'or, le diamant, le manganèse et beaucoup d'autres métaux précieux dont la France s'est toujours servie jusqu'à là comme étant, n'est-ce pas, un gagne-pain fallacieux qui lui permet de renchérir, n'est-ce pas, ses caisses. Donc, en conclusion, je dirais quoi? Je dirais que d'abord, économiquement, l'armée française est partant, le gouvernement français n'a plus les moyens économiques de supporter son armée au plan extérieur. De deux, au point stratégique, il va falloir réduire le nombre, auquel cas, il va y avoir des révoltes, n'est-ce pas, un effet boomerang qui partira certainement de l'Afrique. Encore faille-t-il vous rappeler que depuis un certain temps, ça grogne même au niveau de l'armée, où c'est que vous voyez des généraux qui pondent des communiqués appelant, n'est-ce pas, à la révolte au départ du président Macron. Donc la France a, n'est-ce pas, les fesses entre deux chaises et se cherche actuellement une solution, n'est-ce pas, de repli tactique, aussi bien au plan économique qu'au plan n'est-ce pas, militaire et stratégique. Et enfin, j'aurais chuté en disant, bon débarras, n'est-ce pas, pour les Ivoiriens, puisque ça fait un de moins, sachant que, bon, le pays il est entièrement occupé. Je ne vous parlerai pas de cette base, n'est-ce pas, du 43e Bima, qui est toujours d'actualité et qui a été, d'après les dernières données que nous avons,
cette base-là a été carrément, le sol de cette base-là a été acheté par l'armée française. Je ne vous parle aussi pas du palais de la République, dont on dit qu'il verse toujours des recettes coloniales, toujours au compte de l'armée française. C'est à croire que bon, la Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout libre au plan militaire. Ce qui est un accord, les Ivoiriens se réveillent, prennent, n'est-ce pas, ce camp-là en charge qui a été libéré très rapidement et installent, n'est-ce pas, une autre vision que celle-là prônée jusqu'à là par le président Alassane Dramane Ouattara. Merci à vous, M. Abzat, pour ce premier jet. M. Cheilou Lawson, lors de la cérémonie de restitution, le commissaire général Djoulin, représentant le commandant des forces françaises, a déclaré ceci, je cite: « Aujourd'hui, nous remettons ce camp aux autorités ivoiriennes après 48 années dans le cadre d'une coopération renouvelée entre la Côte d'Ivoire et la France. Les deux pays ont progressé et atteint une nouvelle maturité, établissant un partenariat rénové. » Fin de citation. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par là? Est-ce à dire qu'en dépit justement de ce retrait français de la localité de l'Homo Nord, la France n'est pas prête à partir de la Côte d'Ivoire, ou du moins les soldats français ne sont pas prêts de quitter aussi facilement la Côte d'Ivoire? Non, mais dis donc qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de contenir, n'est-ce pas, ce camp. Installer un camp, c'est en quelque sorte comme installer une base. Une base, elle répond à un certain nombre de logistiques. Ça répond à des logistiques, n'est-ce pas, stratégiques en matière de surveillance. Je ne vous parlerai pas de la quantité de caméras qui encerclent cette base-là. Elle réclame, n'est-ce pas, un certain nombre de données comme, n'est-ce pas, des données géostratégiques qui sont paramétrées évidemment par les états-majors en question. Encore faut-il voir qu'en Afrique, toutes les bases que nous avons, il n'y a aucun chef d'État là en Afrique là qui nous dit qu'il a pu visiter une base étrangère. Avez-vous déjà vu de mémoire d'homme un chef d'État se lever, rendre visite, faire une visite dans une base étrangère? On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment les choses sont gérées à l'intérieur. Alors il faut que les Ivoiriens applaudissent et disent Alléluia, parce que ça en fait un de moins. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Et venir nous dire par ce discours-là que bon, on vous remet la base parce que 48 ans après, mais ça relève d'un mental colonial. Chers frères, il faut en finir avec ce bordel. Il faut avancer dans une logique, n'est-ce pas, d'intégrité nationale, de dignité nationale, de recouvrer, n'est-ce pas, cette dignité-là qui est noire, cette fierté-là qui nous est chère, qui nous est, n'est-ce pas, obligatoire de nos jours. Quand nous savons qu'aujourd'hui, on voit même des soldats français qui en arrêtent des Ivoiriens. C'est inadmissible dans un pays qui se veut, n'est-ce pas, un pays indépendant. On ne parle pas d'indépendance, on ne vient pas nous parler de coopération, on ne vient pas non plus nous parler d'amitié, quand on sait qu'on occupe illégalement, n'est-ce pas, des bases, sous le couvert, n'est-ce pas, d'un chef d'État qui, sait-il, cherche certainement à garantir sa sécurité ou à faire freiner des velléités de rébellion, etc., etc. Donc pour moi, la France, c'est du yo-yo. Pour moi, c'est que dalle. Ça n'a rien à voir avec tout ce discours-là. Ils n'ont plus d'argent pour gérer cette base-là. Ils sortent toujours, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur d'autres théâtres. Vous voyez les parties de l'Afghanistan. Ils sortent pas la queue entre les jambes. Et c'est dommage de remarquer que ceux-là qui, jadis, formaient nos officiers, aujourd'hui se comportent comme des dozos du village. Merci à vous. Alors, chez Lawson, faut-il saluer la restitution de ce camp de tir et d'exercice militaire, en dépit justement des déclarations du représentant, ou du moins du commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, qui estime que la restitution s'inscrit purement dans le cadre d'une coopération renouvelée, la Côte d'Ivoire et la France ayant atteint un degré de maturité dans leur coopération bilatérale, dans leur coopération militaire? Il me semble, de mon point de vue, qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne. Il faut, me semble-t-il, toute proportion gardée, faire une lecture assez juste de ce qui semble être une restitution. La question qu'il faut poser, est-ce que fondamentalement, la France a changé son logiciel
en termes militaires, rapport avec ce qu'elle croit être ses colonies francophones? Ma réponse est tout à fait. Et donc, ce geste-là peut sembler peut-être d'une certaine manière encourager les Africains. Certains peuvent l'applaudir, mais de mon point de vue, nous devons rester lucides. Pourquoi? La première chose, c'est d'avoir ce que j'appelle l'argument ad hominem, c'est-à-dire prendre les propos de Macron lui-même. Dans son discours programmatique face à l'échec cuisant de ce dispositif militaire mis en place par De Gaulle, qui constitue toujours à maintenir les Africains dans le sous-développement, dans l'exploitation et surtout dans la colonisation, dans l'impérialisme, le bras militaire a été un axe stratégique. Et ça n'a pas évolué depuis ces 30 dernières années. Ça a constitué à affaiblir nos armées, à en faire tout simplement des regroupements, je dirais, d'agents prétoriens qui protègent les pouvoirs mis en place par la France-Afrique. Et donc, en phase de réels conflits, on se rend compte que nos militaires, en tout cas des pays francophones, n'ont pas la capacité, n'ont pas la formation, n'ont pas l'armement nécessaire pour faire face aux menaces et surtout les écarter. Donc, de ce point de vue, il y a une volonté de maintenir ces armées sous éteignoir pour qu'ils n'ont pas l'élément fondamental de la souveraineté qui est sa capacité à se protéger, à défendre son territoire. Et donc, l'armée, certes, les armées africaines, c'est un peu tout simplement de coup arrière des hommes et des femmes qu'on peut mobiliser à tout moment quand la France elle-même est en danger. En même temps, ça sert de pouvoir avoir le contrôle politique sur nos pays. Alors, le discours face donc au terrorisme monté en procès au Sahel pour que les États africains soient des États faillis, pour s'assurer de mettre la main sur les ressources du Sahel, la dégringolade justement de l'armée française, que ce soit Barkhane, Takuba, ou sa volonté d'aller mobiliser les Européens pour venir coloniser d'une façon unanime le Sahel, ça n'a pas marché. Et donc, il a fait un discours programmatique où la stratégie est d'utiliser ce qu'on appelle en stratégie militaire la ruse. Vous savez, dans les stratégies militaires, il y a 3 facteurs essentiels qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Le premier facteur, c'est la capacité au camouflage. Et c'est pourquoi les militaires ont toujours eu des treillis ou des habits qui sont parfois très proches du milieu dans lequel ils évoluent. Donc, cette capacité de se camoufler. Le deuxième élément, c'est cette capacité de faire la diversion. C'est-à-dire que vous entraînez l'ennemi vers la gauche alors que vous préparez à l'attaquer vers la droite. Ça fait partie de la ruse. Et enfin, votre rapidité, capacité, votre pouvoir de feu qui est appuyé par cette capacité de rapidité, de déploiement opérationnel. Alors, dans le cas de la dégringolade justement de la France et avec son levier militaire, eh bien, ils réfléchissent à faire du camouflage, à faire de la ruse, à tromper les Africains, à toujours exister, mais de façon diffuse, mais être plus efficace. Donc l'objectif reste le même, mais la manière, la méthodologie change un tout petit peu, se colore, se fondre dans la masse pour qu'on ne voit pas encore qu'il y a une base militaire ici de la Côte d'Ivoire, l'Homo Nord. Il a été donné aux militaires français, ivoiriens, mais la réalité, c'est que c'est la France qui contrôle encore la logistique. L'armement qui est utilisé, les techniques qui sont utilisées et les officiers formateurs qui sont dans le camp, vous allez voir que le dispositif reste tout simplement le même dans le fond. La forme peut prendre quelques vernis, quelques changements, mais ces changements relèvent de la ruse et donc de la stratégie militaire. Il y a d'ailleurs un des officiers qui a tiré sur le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo et qui aujourd'hui est devenu un chef d'entreprise de façon par magie de GEOS qui dispose, n'est-ce pas, qui contrôle les intrants et les sorties du port d'Abidjan. Il a dit qu'à travers le GEOS, on peut donc faire de la base militaire en Côte d'Ivoire une base de préparation opérationnelle
pour les forces qui veulent attaquer, qui vont être projetées par la suite vers le Sahel. Donc rien n'a changé fondamentalement. Il me semble que sur ce point, nous devons rester assez avec une certaine parcimonie parce que la Russie fait partie de la stratégie militaire et quand elle est efficace, ce n'est pas nécessairement les armes que vous avez, que vous tirez dans n'importe quel moment. Vous avez la force, mais cette force dissimulée devient plus efficace si vous faites preuve de dissimulation, de rapidité, aussi de capacité à tromper l'ennemi et à le frapper au moment opportun. Donc, de ce point de vue, la France ne change pas fondamentalement son logiciel. Dans le discours de Macron, ils disent qu'ils vont réduire des effectifs, ils sont plus efficaces, ils vont dans la dissimulation, mais les bases stratégies restent les mêmes, que ce soit Djibouti. La base de Djibouti reste encore la base de Djibouti. Sénégal, la base du Sénégal est toujours là. La base de Côte d'Ivoire ne change pas. Donc, les choses ne changent pas. Ils veulent plutôt faire ce qu'ils appellent une forme de coopération gagnant-gagnant dans les camps où on ne sait même plus si c'est des soldats français ou si c'est des soldats nationaux. On veut créer, au lieu d'être séparés, maintenant on crée des groupes unis. Mais ces groupes de sont contrôlés par la France. Donc, le logiciel militaire, la stratégie militaire, la projection militaire, la programmation militaire ne changent pas de mon point de vue. Et donc, il y a des raisons d'être un peu plus circonspect sur cet aspect. La logique économique, me semble-t-il, n'est pas plus ou moins aussi en cause. Parce que la France est endettée, c'est vrai. La France traverse des difficultés financières, mais c'est vrai. Mais c'est dans l'exploitation des pays africains que la France assure, n'est-ce pas, son avenir. Et par conséquent, les bases militaires font partie de l'outil stratégique économique. Il faut que nous ayons la base, il faut que nous ayons des militaires pour contrôler la région, pour influencer la région, pour avoir la main sur les ressources et garantir également les approvisionnements de notre économie, de notre tissu industriel. Donc, de ce point de vue, ces bases militaires font partie de la stratégie économique et donc viennent renforcer, n'est-ce pas, toute la, je dirais, l'économie de la France. Donc, de mon point de vue, on ne peut vraiment pas séparer, n'est-ce pas, cette stratégie militaire et la volonté toujours de s'accaparer des richesses de l'Afrique et qui passe justement par la présence militaire, les bases militaires, qui passent par la monnaie nazie qui est le franc CFA, mais aussi la domination de notre imaginaire à travers la culture, à travers les médias et aussi à travers une forme de diplomatie qui ne dit pas son nom, qui contrôle aussi notre éducation à travers les programmes et les curricula. Voilà ce que je peux dire essentiellement sur cette question, en tout cas du point de vue de l'analyse économique que je suis. Est-ce une manœuvre de plus? Est-ce une ruse de la part de Paris, patient parfum d'homme, même si on avance comme excuse, ou du moins comme prétexte, des tensions entre l'armée française et la population locale du côté de l'Homo Nord, ou alors sommes-nous en train de vivre en direct et en live l'implémentation de ce plan français qui voudrait aujourd'hui que nous assistions à une réarticulation de la présence militaire française sur le continent africain avec une présence de moins en moins visible mais beaucoup plus efficace. Patient parfum d'homme. C'est une question extrêmement pertinente au vu de cette nouvelle information que nous tombons comme ça. Écoutez, quand on parlait de base militaire française en Côte d'Ivoire, la quasi-totalité des personnes se référaient de manière mécanique à la 43e BIMA d'Abidjan. Sans savoir qu'il y avait un camp de tir. Le monome me dit, malheureusement, on n'a pas la carte de la Côte d'Ivoire pour essayer de voir exactement où est-ce que ça se trouve. C'est la seule? Voilà. Ce sont des informations parfois qui sont gardées top secrètes et parfois, nous, en tant que journalistes, on a du mal d'ailleurs à pouvoir entrer en possession de ces informations en question. Y a-t-il d'autres sur le sol ivoirien? Comment sont-ils constitués? Comment sont-ils... Surtout qu'on ne donne pas plus d'informations sur les effectifs. Voilà. On ne sait pas si ces effectifs-là en question seront redéployés ailleurs ou alors si ces soldats vont quitter le territoire ivoirien. C'est ça le point faible de l'Afrique aujourd'hui. Nous avons nos richesses. Tout le temps, on est heureux, on crie ici, on glose. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons le coltan, nous avons. Mais nous ne savons pas quelles sont les quantités. Ça se trouve où? C'est comment? Les conditions d'exploitation, comment on peut faire pour les... On ne connaît rien de tout cela. Oh, eux, ils savent tout. Ils savent tout.
Là maintenant, on arrive au niveau des bases militaires. On se focalise sur le 43e Bima. On vous sort cette affaire de Le Monon. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire au Cameroun. Vous avez beau dire il n'y a pas de base militaire française au Cameroun, je rigole. Je rigole. Parce que nos forces spéciales camerounaises, elles sont formées par les Français. Une partie, c'était de côté de Libreville. Après, on a tenté de faire quelque chose avant Kribi. Ça n'a pas marché. Et apparemment, on a décidé de redéployer ça de côté de la Côte d'Ivoire. Mais mes informateurs me disent aussi que du côté de la Damawa, ils ont aussi. Donc, quand on dit des choses comme ça, c'est des questions de souveraineté. Nous sommes des citoyens de nos États, mais nous ne maîtrisons pas ces données-là. Nous n'en savons rien. On me dira que non, c'est la stratégie, c'est très délicat. Mais délicat comment? Après, on vous sort un truc pareil. Maintenant, nous sommes à l'ère de la nanotechnologie. Il faut faire attention. Là, je suis d'accord avec Tchelou Lonson tout à l'heure. Les histoires des chiffres, ils sont en difficulté, ils n'ont pas l'argent. Ça ne veut rien dire. Ils n'ont pas l'argent, mais ils continuent de mettre des milliards à disposition de l'Ukraine. Ça doit vous parler. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Ou bien parce qu'ils sont en faillite, parce que sur le plan économique, ils doivent serrer la ceinture pour faire des économies. Ça n'a rien à voir. C'est une question de choix opérationnel. Choix opérationnel. Voilà, un choix stratégique. On démantèle à l'Homme au Nord pour envoyer ailleurs? Mais peut-être. Vous n'en savez rien. Et pire encore, Cheouli, dans son développement, a parlé de... Vous arrivez dans les bases, vous voyez des gens qui sont mélangés, vous ne savez pas qui est qui. La plus grande des bases militaires, maintenant, ça va être dans la tête et de nos officiers, sous-officiers et peut-être hommes de troupes qui seront bien embrigadés, lessivés et mis à leur disposition le moment venu. Je donne l'information, je crois que tous les états-majors des pays francophones l'ont. Il y a des recrutements qui se passent actuellement. On demande aux enfants, venez, vous aurez des salaires mirobolants, vous allez vous battre pour la Russie. Et Dieu seul sait que ces enfants n'arriveront jamais en Russie, mais sur d'autres théâtres d'opération qui ne sont pas connus du grand public. Et que les états-majors ne me disent pas qu'ils ne sont pas au courant. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il suffit de parcourir quelques publications et vous tombez là-dessus et vous dites, mais on va où? Donc, je dis que la première base militaire, c'est dans la tête de nos officiers. Formés à Saint-Cyr, ou bien qui ont des rapports très étroits, justement, avec cette France-là, avec ces forces américaines qui ont longtemps été là, etc. Parce qu'entre-temps, nous avons des enfants qui étudient chez eux. Nous avons des appartements que nous avons donnés librement, des bourses d'études à nos arrière-petits-enfants. On nous promet des comptes en banque. C'est ça la question, n'est-ce pas, du néocolonialisme rampant de cette France-Afrique qui ne veut pas mourir. La question de l'idéologie, la question de l'organisation et de la discipline. Devenons comme les Vietnamiens, comme les Nord-Coréens, comme les Cubains. Sinon, j'ai bien peur. Sur cette tenue-là, on va introduire une pastille là, qui va exploser et vous arracher, n'est-ce pas, l'épaule le moment venu, comme le Hezbollah est en train de l'expérimenter aujourd'hui, alors que Nasrallah les avait bien prévenus. Débarrassez-vous de vos gadgets là parce qu'elles sont utiles. Le Fatah l'avait subi il y a 25 ans, vous le savez tous, c'est pas nouveau. Mais nous, on fait semblant comme si ça ne peut qu'arriver aux autres. Et non, nous, on joue. Je vous ai dit sur ce plateau, vous avez rigolé. En off, après, il me dit que mes doyens, tu dis des choses. Il dit que mais on peut être là, et puis bam, on n'existe plus. Tu m'as dit, comment est-ce possible? J'ai dit, c'est possible, mon fils. Parce que ça s'est vu ailleurs. Donc, je crois sincèrement que la question de cette affaire-là, c'est un effet d'annonce gratuit qui n'a aucune conséquence sur les décisions fondamentales qui doivent être faites pour dégager rapidement cette force d'occupation sur le sol africain. Et ça, c'est du ressort du politique. Oui, mais parce que peut-être... Pour quel objectif? Ça peut plaire à ces bergers du Nord, dont on avait tué, je crois, un berger et quelques bêtes pour pouvoir coopérer du point de vue du renseignement militaire. Ils sont peut-être rétifs à coopérer parce qu'ils n'ont pas eu une espèce d'échange. D'échange, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est arrivé. Maintenant, on dit, on vous a écouté, on est d'accord avec vous, on va se retirer.
Mais maintenant, est-ce qu'on peut coopérer? Il y a 1001 solutions. C'est un trou à rapalmis, cette affaire-là. Ne voyez pas seulement ça comme ça à produire. D'autant plus que ce n'est pas une exigence de l'État ivoirien. Ah non. Ouais. On ne voit pas d'une pression quelconque qui a obligé ces gens-là. Il n'y a pas eu de pression derrière. Bon, donc, moi, des informations comme celle-là, je les prends, je les mets quelque part, mais je les traite un peu avec beaucoup. Je suis très suspicieux par rapport à ce type d'information qui a pour fonction que de tenter de nous démontrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Enfin, on nous a compris. Comme nous, on aime être dans les dynamiques de on nous a enfin compris, alors que l'autre, lui, il est en train de viser autre chose pour vous finir, comme on dit au quartier, définitivement. Donc, je crois qu'une fois de plus, aux Africains, de faire très attention. Très, très attention. Il y a des bases officielles de ces gens-là sur nos territoires et des bases officieuses que personne n'imagine et qui, le moment venu, peuvent bien servir. On le verra pour le second sujet tout à l'heure. Effectivement. Alors, Souleymane Hamzat, peut-être pour sortir de cette thématique d'accueil, faut-il s'inquiéter au regard justement de certains éléments relevés? On ne donne pas un chiffre exact sur le nombre de soldats français présents justement dans ce camp de tir. On ne donne également pas le lieu, voire la destination nouvelle. Nous ne savons pas s'ils seront redéployés à Port-Boué, à Yamoussoukro, à Abidjan, je ne sais pas trop où. On ne dit non plus s'ils seront renvoyés du côté de la France. Est-ce qu'il s'agit clairement d'un élément supplémentaire d'inquiétude? Écoutez, bien avant de répondre à votre question, vous me permettrez de rebondir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues là, venant du doyen, Parfum d'Homme, n'est-ce pas, qu'il ne s'agit pas d'argent, qu'il ne fallait pas voir le côté de ce problème-là. Je pense que pour installer une base, il faut avoir des données logistiques, parmi lesquelles l'argent. Une fois que la base elle est installée, elle répond à un certain nombre de besoins. Des besoins fondamentaux, vous les connaissez, les 5, se nourrir, se loger, se vestir, et ainsi de suite. Et là, il s'agit de questions stratégiques. C'est pour cette raison-là que ces bases-là sont installées. Là, on vous parle d'une base de tir. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, une base de tir. Je suis un ancien soldat. Une base de tir, ça ne veut rien dire pour moi. Une base reste une base. Et elle a un dispositif aussi bien stratégique, technique qu'opérationnel. Vous comprenez? Oui. S'il s'agit d'une base pour freiner, par exemple, l'avancée des rebelles, comme l'a dit le doyen Parfum d'Homme, combien y en a-t-il de bases? Nous reconnaissons à la Côte d'Ivoire un certain nombre de bases, et c'est une base, n'est-ce pas, qui est connue de tous, c'est là du 43e BIMA, et des bases avancées comme celle de Boaké et de Koroko. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'il y a quand même la présence de soldats français sur le territoire français, sur le territoire ivoirien. Une fois installées, elles ne vont pas s'installer comme si vous allez installer une villa. Elles répondent à un certain nombre une logistique forte qui est calculée, chiffrée et destinée, n'est-ce pas, au commandant opérationnel de cette base-là. Parmi lesquels il y a l'armement, ils ont parlé de tenue, tout ça. Bon, pour moi, le plus important, c'est l'argent. Et la France, aujourd'hui, elle n'en a pas du tout. La France est dans un déclin total, à tout échelon. Vous voyez d'ailleurs, même le Premier ministre, là, il est en train de vouloir démissionner. S'il veut mettre derrière des taxes, les Français n'en veulent pas. Ça veut dire qu'ils sont dans un besoin accru d'avoir l'argent. De deux, toujours l'argent. La France a été au niveau de l'Union européenne pour réclamer un peu plus d'argent. Ça a été un niet, elle a failli se faire classer, elle a failli se faire mettre sur tutelle. C'est à vous dire à quel point aujourd'hui, on n'a plus les moyens de sa politique. De trois, allons au discours du président Macron qui nous dit clairement qu'il fallait diminuer, n'est-ce pas, le nombre pléthorique de bases en Afrique. Je pense que le démantèlement de cette base ou la remise de cette base aux mains de l'armée ivoirienne répond, n'est-ce pas, à cette direction nouvelle qu'a choisi l'Élysée. Et enfin, avant de répondre à votre question, je voudrais que les questions stratégiques ici soient mises au premier ordre. Il a dit, on démantèle cette base-là, mais pour en faire quoi? Là, le problème se pose. On a vu les bases démantelées du Burkina, on a vu celles du Niger, on a vu celles du Mali. On a bien vu que d'autres chutaient ici chez moi et d'autres ailleurs. On en parle, personne ne répond. Voilà des questions auxquelles moi je réfléchis et je me dis, écoutez, il va falloir parfois dire la vérité, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs. Enfin, je reviendrai à votre question pour dire quoi.
la France aujourd'hui a besoin, n'est-ce pas, de redorer son image. Mais malheureusement, elle a une politique qui reste colonisatrice, elle reste prédatrice, elle reste, n'est-ce pas, prédatrice, et à tout point de vue, elle refuse de changer son logiciel. Elle perd du terrain. Prenons le dernier cas, c'est celui des États-Unis qui s'est avancé, vous avez vu tout dernièrement, au Burkina Faso, au Niger, pour parler de coopération. J'ai vu des internautes, j'ai vu certains de vos téléspectateurs monter au créneau pour dire attention, quand vous chassez une femme, vous ne la rappelez pas tout de suite parce que vous ne savez pas quelles sont ses velléités de retour. Et ensuite, la France, dans ce cadre-là, qui a toujours joué, n'est-ce pas, comment on appelle là, les sous-traitants des États-Unis en Afrique, cette France-là, aujourd'hui, n'a plus la capacité, vu que aujourd'hui, les Américains sont en train de prendre le vedant. Vous voyez la guerre de l'Ukraine, pour paraphraser un peu le doyen parfait, donc qui, là, je lui donne raison, disait attention, on prend des enfants là, vous les recrutez, on ne sait pas là où on les envoie. Est-ce qu'ils vont en Ukraine? Est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, en Russie, etc., etc. Mais tout reste à croire qu'aujourd'hui, quand nous prenons le cas de la guerre ukrainienne, vous voyez bien le tollé qu'il y a eu tout dernièrement avec les installations à tout va des ambassades qui ont ouvert au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire, etc. Et après, on entend, n'est-ce pas, qu'à partir de certains pays, des villes comme Kinshasa sont attaquées. Elles sont attaquées par des forces parmi lesquelles nous retrouvons, n'est-ce pas, des communiqués pondus par, n'est-ce pas, les chefs d'état-major ukrainiens. C'est vous dire à quel point ce problème prend une autre ampleur. Et démanteler une base pareille, moi j'appelle ça une base militaire, base de tir, machin, ça veut dire pour moi. Démanteler une base de cette envergure-là, où répond au dictat de la France qui dit qu'aujourd'hui elle n'a plus les moyens d'assumer, parce qu'il faut bien nourrir les hommes, il faut les loger, il faut les soigner, etc., etc. Elle n'a plus les moyens de les faire, ou carrément ça procède à une autre tactique, comme l'a dit le doyen Parfait d'Homme, qui relève, n'est-ce pas, d'une autre direction qui ne dit pas son nom. Mais enfin, je chuterai par là en vous disant combien de bases, n'est-ce pas, militaires a-t-il en Côte d'Ivoire? Nous reconnaissons celle de Boaké, qui a été frappée, vous vous souvenez, sous le président Gbagbo, par des Sukhoi, n'est-ce pas, de l'armée ivoirienne, pilotée par des Biélorusses. Cette base-là a-t-elle été démantelée? N'est-ce pas de cette base-là que quittent aujourd'hui ces gens-là que vous connaissez? Les bases avancées de Korobo, est-ce que c'est la même? Bon, on ne vous le dit pas, compte tenu de la nature du régime, qui cache tout. Mais ça va savoir, tenez-vous tranquille, le régime de Ouattara n'est pas éternel. Aucun régime au monde n'est éternel. Et partant, il va falloir, n'est-ce pas, commencer par faire le bilan de toutes les actions, n'est-ce pas, menées par la France en Côte d'Ivoire, parce que le boomerang qui arrive là, ça va être pire que le Niger, ça va être pire que le Burkina, ça va être pire que le Mali. Ils partiront la queue entre les jambes. Et je voudrais en finir en disant ceci. Ceux de nos chefs d'État là, qui vendent nos terres, n'est-ce pas, je ne sais pas, sous des prétextes fallacieux de coopération, comme c'est le cas de la base du 43e bâtiment qui se trouve à Port-Boué, juste à la sortie de l'aéroport, sur la droite là, vous l'avez, elle est sur la gauche, pardon, elle est étendue à perte de vue. Vous avez une étendue de terre dans laquelle se passent des mouvements d'hélico, ça survole, et maintenant nous arrivons au fait que l'armée ivoirienne aujourd'hui n'est plus autonome. Vous voyez aujourd'hui des militaires ivoiriens qui sont arrêtés en plein sol ivoirien par l'armée française. Le même cas au Tchad, d'un colonel qui a vu passer dans le désert là, n'est-ce pas, un détachement qui a procédé, n'est-ce pas, à l'arrêt de ce détachement, mais qui aujourd'hui croupit en prison jusqu'aujourd'hui. Il y va, n'est-ce pas, du mental de nos dirigeants. Il va falloir arrêter de vendre nos terres, surtout pas pour des bases militaires. Si c'était encore dans le cadre agricole, on comprendrait, parce que là, au moins, ça contribue à nourrir le peuple. Mais si c'est pour des velléités de déstabilisation, ben, on n'y comprend rien. J'appuierai en dernier ressort, n'est-ce pas, les propos du doyen, qui dit à quelle fin à quelle chose vont-ils manger après. Mais n'oubliez pas, au nord de la Côte d'Ivoire, il s'installe une base actuellement, une base américaine, celle-là, n'est-ce pas, je pense que c'est à Odjéné. Il y a une base à Odjéné qui est face au Mali directement et qui n'est pas loin. J'ai fait une de vos émissions, si vous vous souvenez, M. Nguéné,
Je vous ai fait le nombre de kilométrages, n'est-ce pas, partant de cette base-là, sur le Burkina, le Mali, la Guinée et éventuellement le Niger. Donc, est-ce un déplacement tactique, sachant que ces gens-là ne déclarent jamais qui est véritablement français, qui est Barkhane, qui est Takuba? Tout le monde est mélangé. Ben, écoutez, on peut soutirer un effectif à l'armée française qu'on peut rhabiller sous, n'est-ce pas, l'étiquette de l'armée américaine. Donc, c'est à voir. Laissons le temps aux choses de se développer. On appréciera. Voilà. Et avec votre analyse, on comprend qu'il pourrait y avoir d'énormes ramifications, puisqu'on ne sait pas s'il s'agit effectivement d'un redéploiement stratégique. Et vous évoquez un autre aspect pertinent, Souleymane Hamzat. Nous ne savons pas si ces soldats français en question, les soldats de ce camp de tir de l'Omo Nord, seront déshabillés et porteront, entre autres, les tuniques, voire les treillis de l'Africom, cette base militaire, ou du moins de ce corps américain en cours d'installation du côté de la Côte d'Ivoire. Autant de questions qui demeurent pour l'instant sans réponse, puisque nous ne disposons bien sûr pas d'éléments suffisants. Mais parlons de...